Et j'avais pensé à l'astronomie ou à la physique. Et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Chomsky en visitant le MIT, l'Institut technique du Massachusetts, et donc je me suis dit, tiens, ça serait génial de le faire avec lui. Je suis un peu essoufflé. J'étais avant la projection, je suis juste parti vers le fond. Et donc voilà, quand j'ai commencé à parler avec lui, je me suis dit que ça ferait une correspondance intéressante. Quel genre de correspondance? Effectivement, on a parlé, on a vu l'explication de la théorie de Chomsky, la grammaire générative. Est-ce que ce que vous avez fait, c'est peut-être de l'animation générative? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? L'animation dégénérative. Je pense qu'il y a un lien dans le sens où il y a une sorte de construction mathématique dans un milieu un peu organique au niveau du travail que je fais, ou de l'animation en général, surtout de l'animation abstraite. Et lui, c'est un petit peu son matériau de réflexion, c'est-à-dire de voir ce qui est des structures plus ou moins géométriques ou organiques dans le langage. Donc on peut dire qu'il y a une correspondance. Et vous connaissiez la théorie de Chomsky déjà avant? Ou oui, quelque chose pas avant. Moi, j'étais intéressé par la biologie, la génétique depuis très longtemps, et c'est vrai que, comme je disais, on connaît la réincarnation quand on était petit, parce que depuis, enfin bon, ça m'est pas resté, mais depuis étant petit, je me demandais comment il était possible qu'on arrive à une complexité de culture aussi forte, si on devait repartir à zéro à chaque fois. Ça me paraissait compliqué que tout ce que les gens savaient en général et la manière dont ils s'exprimaient, etc., soit simplement le fruit d'une exposition qu'on a avec nos contemporains. Et parce que je me disais que c'était pas possible, le temps qu'on apprenne, on arriverait en fin de vie et qu'on n'ait pas eu le temps d'exprimer quoi que ce soit. Donc quand j'ai commencé à lire ces écrits sur la grammaire générative, ça fait beaucoup de sens dans ma tête. Je crois qu'il y a également dans l'idée de la grammaire générative l'idée de la créativité en fait, qu'il n'y a pas des règles nécessairement préétablies, mais que voilà, vous avez une grande latitude des possibles. Oui, en fait, par rapport à l'exemple de la grammaire générative, elle détermine, il y a quelque chose de préétabli en fait, donc ce serait plutôt l'opposé, mais par rapport à la créativité en général, on pourrait faire un parallèle avec l'idée de désenclaver la créativité par rapport au milieu, par rapport aux contraintes extérieures. En tout cas, lui, c'est son discours aussi, mis à part la grammaire générative, il a un discours plus dans le sens plus politique, où il parle de la créativité, comme quoi elle est énormément muselée, donc il n'y a que des élites qui l'utilisent. Et que lui, il imagine une société qui tendrait à offrir à tous l'occasion de s'épanouir à travers la créativité. Est-ce que vous pourrez peut-être parler un peu du côté artisanal de votre animation que vous avez fait pour le film? Parce que c'est quand même pas évident de mettre en animation, d'animer ou de mettre en mouvement peut-être une pensée qui, a priori, paraît sèche. Donc, quelles ont été vos démarches? Moi je trouve pas que sa pensée soit sèche du tout. Je pense qu'il y a des gens qui lui reprochent d'être un petit peu... il n'est pas charismatique, ou je veux dire, il n'a pas des élans verbaux. Et moi je trouve que justement ça c'est très bien comme qualité, parce que le seul élément qui permet d'être convaincu, c'est le sens de ce qu'il dit. C'est pas son élan, c'est pas comme quelqu'un qui est en politique et qui va haranguer les foules, c'est vraiment le contraire. Donc moi je trouve pas du tout que son discours soit sec. Maintenant, l'autre partie c'était par rapport à l'animation, oui, le côté artisanal. Moi je trouve que
L'animation, notamment l'animation abstraite, et quand elle est comme ça un peu minimaliste, elle permet un contact vraiment direct entre le cerveau de l'animateur, du fabriqueur, et le résultat, chose qui n'est pas du tout possible quand on a une équipe de tournage, qu'on doit diriger les acteurs, qu'on doit parler du producteur, etc. L'animation comme ça me fait penser un petit peu à, par exemple, un pianiste qui va jouer un solo de piano ou qui va jouer un morceau. Le piano devient complètement abstrait, c'est vraiment ce qui se passe dans sa tête, et ça passe dans son bras, dans le piano, et après ça devient de la musique, mais toutes les étapes entre sa conscience, oui, et le résultat musical on les oublie complètement, c'est complètement direct. Et je trouve que l'animation abstraite permet ça. Donc, après, ce que j'essaie de faire, c'est d'écouter Chomsky et de transmettre à travers ce petit appareillage qui était la caméra, le dessin, etc., de transmettre directement ce qui me venait en tête, sans forcément réfléchir à savoir ce que c'était exact ou pas, parce que j'ai pas eu, à part vraiment à la fin, quand j'essaie d'expliquer l'histoire de la phrase Is the man who is still happy, là j'ai vraiment pris le temps de prendre chaque mot et d'illustrer. Bon, il y a d'autres passages aussi, mais la plupart du temps je laissais aller mon imagination. Donc c'était pas justement ou seulement explicatif votre travail, mais c'est quand même, parce que ça donne quand même l'air d'une deuxième couche sur le film, un peu psychédélique sur les bords, peut-être. Oui, mais le psychédélisme, en fait, c'est vrai qu'il y a une relation avec le psychédélisme, mais le psychédélisme, ça a repris beaucoup de travaux qui avaient été faits dans les années 20 et 50 au niveau graphique, et ça les a mis un petit peu au goût du jour, mais on peut retrouver les mêmes formats, les mêmes formes, je veux dire, et la même sensibilité dans des travaux avant. Donc je vois ce rapprochement, mais mon inspiration, elle est antérieure. En fait, il y a un genre de films de fiction américain, les Mind Game Films, et Eternal Sunshine of the Spotless Mind est en quelque sorte un Mind Game Film, cette recherche donc de ce qui se passe dans la cervelle, de la réalité qui devient déstructurée. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire, votre intérêt là aussi, c'est de plonger dans une cervelle, de plonger dans une pensée, que c'est également une sorte de film ludique, donc un game, un Mind Game Film. Ah bah oui, pourquoi pas. Ouais. Je connaissais pas ce terme, alors il faut que je le digère. Je me dis, ah cool, mon film. Comme Inception, enfin toute cette tradition de Matrix, tout ça, c'est un genre qui est labellisé Mind Game Film aux États-Unis. Donc ça me faisait penser un peu à... C'est les gens influencés par Philip K. Dick un petit peu. Oui, par exemple. Par exemple. Donc du moment que voilà, la réalité apparente n'est plus nécessairement la réalité, on met en doute ce qui semblait évident. Oui, bah c'est ce que Chomsky n'arrête pas de me dire. Donc on remet en question les habitudes de pensée qu'on a et les choses qu'on prend pour acquises. Et justement, en les remettant en question, on se pose des questions qui sont fondamentales et qui demandent des explications beaucoup plus complexes. Donc je vais montrer ça, puis à la fin du film, il a beaucoup aimé. Je peux le dire parce qu'il me l'a dit. Donc, je pense pas qu'il m'ait menti, parce qu'en réalité, il va jamais voir de film, surtout pas les siens. Et le mien, il l'a vu 3 fois. Je suis content de voir. Pour vous, est-ce que d'un coup c'est vraiment perturbant en fait? Non, au contraire, c'est vrai que le Green Hornet, il y a un ressort qui se tend où j'ai pas l'occasion d'être vraiment créatif ou pas assez, et en fait le soir je rentre chez moi et je fais ça, c'est comme si je relâchais le ressort, et là j'ai plein d'idées qui sont accumulées pendant les semaines, les mois qui précèdent. Donc au contraire, ça m'inspire. Il y a une frustration et qui se libère en faisant un film complètement différent, et puis dans lequel j'ai une complète liberté d'appuyer sur le fait qu'il y a des gens qui trouvent des explications et qui ne sont pas du tout valables à son sens. Donc c'est aussi pourquoi il évite toujours, ou alors quand je lui dis est-ce que d'avoir une femme toute sa vie, ça l'a aidé dans son travail, il ne répond pas, parce que c'est presque trop psychologique.
En ce qui me concerne, moi, on me pose la question de savoir comment viennent les idées, donc je réfléchis, j'essaie de me souvenir à quel moment j'ai eu l'idée, dans quel contexte c'était et comment l'idée m'est venue. Donc j'ai quelques réponses en fonction des idées que j'ai eues, de l'inspiration. Mais je pense que tout le monde a l'inspiration des idées. Après, c'est comment si on les utilise ou pas, ou peut-être qu'on ne le sait même pas, on a une idée mais on n'y prête pas attention. Moi, depuis tout petit, par exemple, je m'étais aperçu qu'en sortant du bus, j'avais une phrase dans la tête et je ne savais pas pourquoi. Et puis en regardant autour, je voyais que c'était écrit sur une affiche publicitaire. Donc je me disais, tiens, c'est marrant. On absorbe la phrase sans s'en rendre compte et après, elle se réverbère dans notre esprit. Donc moi, étant petit, je faisais attention aux détails comme ça. Et bon, peut-être que l'inspiration c'est un petit peu comme ça, mettons qu'on soit exposé à deux images du texte où on entend une mélodie et on les oublie, puis après ça se remélange et elles ressortent d'une manière un petit peu différente. Donc à ce moment-là, il y a une transformation qui s'est opérée à travers notre cerveau. Donc moi je considère que la phrase est devenue la mienne parce qu'elle a été transformée. Donc voilà, c'est une forme d'inspiration par exemple. Il parle de l'assomption référentiel. Est-ce que je voulais voir comment la fille avait traduit ce texte, ce terme, parce que c'est le passage le plus dur pour moi à comprendre. Et même si je trouve que j'ai quand même donné des éléments de réponse en utilisant les techniques d'animation avec le petit disque et la continuité qu'on voit, qu'on applique à chaque objet, j'essaye encore de me le représenter. C'est vraiment contre-intuitif. En fait, c'est le principe de la science, c'est qu'on a une idée instinctive, comment les choses marchent, et puis on apprend à travers la science que ça ne marche pas comme ça, et ça marche d'une manière qui nous paraît, comme on dit, contre-intuitive. Donc cette notion en soi de contre-intuitive, je ne sais pas si le mot existe, mais, ou la notion qu'on n'associe pas, on ne définit pas les choses par leur aspect extérieur, c'est des choses qui sont compliquées à absorber parce qu'elles ne font pas écho à une notion qu'on aurait à la naissance ou même petit. Donc je regarde et j'essaye de m'imprégner le plus possible pour avoir une idée, mais je fais progressivement pour ne pas simplifier les choses et me planter quand j'essaye de les expliquer par exemple. Donc effectivement, il y a des choses que j'ai complètement comprises de travers quand on parlait, et même mon mentor il m'a dit non, là il veut dire le contraire de ce que tu crois. Donc voilà, puis bon, effectivement avec l'accent il y avait des choses que je ne comprenais pas, mais j'avais quand même en tête que je parlais avec quelqu'un qui allait me dire des choses qui étaient un petit peu au-dessus de ma connaissance, de ma conscience même, et que ça prendrait du temps avant de les absorber. Et maintenant, c'est vrai que c'est un peu l'angoisse de ne pas comprendre vraiment, puis de se dire qu'on va poser une question complètement idiote. Donc c'était des choses qui me travaillaient, et j'essayais de naviguer et de refaire surface. Et puis des fois, je me disais que ce qu'il disait était vraiment compliqué et ésotérique, puis après j'ai réalisé que c'était beaucoup plus terre à terre, pas au sens péjoratif. Mais c'est vrai qu'il y avait une sorte d'anxiété pendant le tournage de ne pas vraiment comprendre ou pas être à la hauteur.